Allez, hop, on va y aller. Donc, on va partir sur le début de ce webinaire. Il est 11h05. Je vois que ça s'est un petit peu calmé sur les arrivées. Avec plaisir. Allez, on y va. Alors, bonjour à tous. On commence. Tu peux activer ton micro? Oui. Attends, désactive-le et je te lance après. Okay. Donc, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, pour ceux qui ont raté les quelques petites premières minutes d'attente, comme on a pu le dire précédemment avec Antoine-Henri, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un bouton questions-réponses en bas. Ça m'envoie les questions, je les vois et je les enverrai ensuite, je les donnerai, je les poserai directement à Antoine-Henri qui pourra y répondre sur le moment. On va parler de choses qui pour nous semblent logiques, entre guillemets, parce qu'on travaille dedans tous les jours, mais certaines choses sont des concepts assez nouveaux. C'est une réglementation qui est nouvelle qu'on va aborder aujourd'hui. La SORA, c'est quelque chose qui est assez éloigné des télépilotes qui font des missions assez simples, qui restent dans les scénarios. Donc, si vous avez des questions, des précisions, quelque chose qu'il faut qu'on répète, surtout n'hésitez pas. Posez des questions, vous pouvez nous interrompre pendant la présentation. C'est fait pour qu'on soit tous ensemble et que vous appreniez au maximum. Donc vraiment, sentez-vous à l'aise, comme ça ce sera plus interactif, donc il n'y a pas de souci. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc, dans un premier temps, on va vous présenter du coup Antoine-Henri qui sera notre conférencier d'aujourd'hui. Dans un second temps, on va commencer avec les use space, donc ce qu'on a surnommé les autoroutes du drone. On va vous expliquer ce qui va changer fin janvier avec l'arrivée d'une nouvelle réglementation sur le marché. En troisième partie, on verra du coup la méthode SORA, comment elle fonctionne, de quoi elle se compose et quel est son lien avec les use space. En fait, on va vous présenter un peu globalement tout ce qui tourne autour de cette méthode SORA. Et dans un quatrième temps, donc vous aurez un temps de questions-réponses si vraiment vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions avant. Mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise et posez-les tout au long du webinaire, il n'y a aucun problème. Alors, il nous semblait important de vous présenter un petit peu qui on est, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur un webinaire DroneKeeper, mais il faut savoir que DroneKeeper, tout comme NewSpaceKeeper, donc pour les télépilotes qui utilisent et qui déclarent leur mission, vous connaissez DroneKeeper pour les services qu'on rend aux télépilotes, et NewSpaceKeeper côté autorité, mais aussi qui rendent de bons services. En fait, ce sont des produits qui ont été créés par InnovaTM. InnovaTM, en fait, c'est la société pour laquelle nous, on travaille, et c'est la société dont on va majoritairement vous parler aujourd'hui, qui vous propose les services DroneKeeper et USpaceKeeper. InnovaTM a pris part à des projets européens sur la construction de cet espace aérien de demain. Il y a par exemple Tinder pour la déconfliction des vols dans des espaces restreints et César avec de nombreux projets européens au budget assez exorbitant pour qu'on puisse faire des tests à grande échelle et vraiment prévoir ensemble le monde de demain. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site. D'ailleurs, c'est très intéressant. Vous apprendrez du coup tout ce qui est mené pendant ces expériences. Je vais maintenant du coup laisser la parole à Antoine-Henri pour qu'il puisse se présenter et c'est lui qui va vous expliquer tout ce qu'on doit voir aujourd'hui. Et donc, bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Antoine-Henri, je suis doctorant à InnovaTM. Donc, je travaille principalement sur la réglementation, donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, le SORA et l'USpace. Et pour un peu plus de background, je suis aussi diplômé de l'ENAC et pilote privé. Alors, on va commencer déjà par le USpace. Alors, le USpace, c'est ce qu'on a appelé les autoroutes du drone. C'est une nouvelle réglementation qui va rentrer en vigueur en janvier, à la mi-janvier, qui va permettre de faire des opérations de drone très fréquentes dans notamment des espaces aériens qui sont assez proches des grandes villes, des aéroports, là où il y a un risque de rentrer en conflit avec l'aviation habitée, qui est assez élevé. Alors, qu'est-ce qu'un USpace déjà de manière assez simple, un USpace est créé là où il y a un besoin. Donc, il faut un porteur de projet, qui est des opérations de drone assez fréquentes à faire, qui demande la création d'un USpace. Et une fois que ce USpace est créé, n'importe quel télépilote peut entrer dans ce USpace. Alors, on verra plus tard les conditions d'accès à ce USpace. L'idée, c'est vraiment de créer ces
bulles d'espace aérien qui sont réservées aux drones, qui sont faites exclusivement pour les drones. Et le but, c'est de rapprocher ces espaces, notamment des grandes villes. Donc, c'est des espaces dans lesquels on a des risques au sol qui peuvent être assez importants et surtout des espaces dans lesquels l'aviation habitée peut aussi en temps normal être. Et donc, le but de l'USpace, c'est de créer ce cadre réglementaire et d'avoir la possibilité de rapprocher les drones de ces espaces. Alors, de manière assez simple, les objectifs du USpace, déjà, le premier, c'est de libérer les autorités aériennes de la gestion de certains espaces, puisque c'est les États qui sont en charge des espaces aériens. Et les États en Europe ont décidé de déléguer la gestion des espaces aériens basse altitude, donc les espaces aériens utilisés par les drones. Ces espaces sont maintenant délégués à des sociétés privées, donc la gestion est déléguée à des sociétés privées. Alors, pour les télépilotes, ça simplifie vraiment la gestion des opérations, puisque dans ces espaces, il y a un très gros niveau d'automatisation qui va être mis en place. Et donc, on aura des procédures qui seront simplifiées, qui seront automatisées pour voler dans ces espaces. Et donc, le but, c'est vraiment la sécurité. On crée des couloirs aériens qui sont sécurisés pour que les drones puissent effectuer des missions en toute sécurité. Alors, ça, c'est pour les objectifs. Et comme je vous ai dit, les États délèguent la gestion des espaces aériens à des U-Space Service Providers, qu'on appelle des USSP. Alors, les USSP, ce sont les gestionnaires des espaces U-Space. Dans notre société, à InnovaTM, on est déjà ce qu'on appelle Extended USSP, puisqu'on fournit déjà ces services et c'est notre volonté, on va l'être dans les prochains mois, d'être certifié USSP, certifié U-Space Service Provider, et donc de pouvoir gérer ces espaces aériens. Alors justement, quels sont les rôles des USSP? Alors déjà, il y a un rôle vraiment d'accompagnement des porteurs de projets dans la création d'un U-Space. C'est quelque chose qui est assez important. Un U-Space est créé suite à une demande. Donc, si vous avez des opérations fréquentes à faire, des opérations récurrentes à faire et que vous sentez le besoin de création de U-Space, tout simplement parce qu'il y a des niveaux de risque qui peuvent être assez élevés, les USSP vous aident à demander auprès de la DGAC la création de ces espaces. Et une fois que l'espace est créé, c'est l'USSP qui gère l'espace aérien, qui gère l'entrée dans l'espace aérien, les conditions d'accès. Et le principal bénéfice, c'est vraiment la fluidification de la circulation des drones dans les espaces aériens. Notamment, les autorisations de vol dans ces espaces vont être acceptées de manière quasiment systématique. Et donc, ça va être extrêmement rapide et extrêmement simple de voler dans ces espaces. Les USSP, en tant que gestionnaires, ont quand même des exigences et des obligations dans ces espaces. C'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, l'USSP doit rendre des services dans ces espaces aériens. Alors, c'est des services auxquels il faudra s'abonner, c'est des services payants auxquels il faudra s'abonner pour entrer dans ces espaces, mais c'est des services qui sont là pour garantir la sécurité des vols dans ces espaces. Alors, on va commencer par les 4 services qui seront obligatoires dans tous les USpace qui seront créés. Le premier, c'est le service d'identification du réseau, où là, tout simplement, c'est un service qui permet d'identifier les drones qui volent dans le USpace, donc simplement avec un numéro de série, avec le type, le numéro d'autorisation de l'opérateur, ce genre de choses qui permet de savoir qui vole dans ce USpace. Le deuxième service, c'est un service de géovigilance. Alors, pour ceux qui utilisent DroneKeeper, ils connaissent déjà le service de géovigilance. C'est un service qui donne aux télépilotes les contraintes spatiales et temporelles dans lesquelles ils prévoient de voler. Et c'est aussi un service qui permet d'accéder à la réglementation. Quelle réglementation le télépilote doit respecter pour voler dans ces espaces. Le troisième service, qui est un des plus importants, c'est le service d'autorisation de vol. C'est l'USSP qui autorise les vols dans ce space. Cette autorisation est basée sur des créneaux. Et donc, quand un télépilote voudra voler dans ce space, il faudra qu'il fasse une demande de vol sur ces créneaux. Et la règle qui prime, c'est premier arrivé, premier servi. C'est pour ça que je dis que c'est assez important, si vous voulez faire des opérations fréquentes,
de se rapprocher d'un USSP, de demander la création d'un USpace, puisque à ce moment-là, vous serez prioritaire sur les créneaux de vol. On a déjà une question. Ah. Je me permets de couper Antoine. Dis-moi. Alors, c'est une question d'Emmanuel Waldner. J'espère que je n'écorche pas votre nom. J'espère qu'il m'entend surtout. La question est quelle est la récurrence des vols pour entrer dans un USpace? Ah, il n'y a pas de règle prédéfinie pour rentrer dans un USpace. On parle quand même de plusieurs opérations par jour. C'est de cet ordre-là parce que il y a plusieurs contraintes. Déjà, c'est de la mise en place de beaucoup de choses. Côté USSP, on met en place beaucoup de services. Et c'est des services auxquels les télépilotes doivent s'abonner. Et donc, pour que le tout ait un sens, on parle quand même de plusieurs opérations par jour. Pour le créer, donc. Pour le créer, exactement. Et comme je disais tout à l'heure, la création d'un use space se fait vis-à-vis du besoin, vis-à-vis de la demande. Et donc, si les opérations ne sont pas assez fréquentes, il n'y a pas de création de use space. On verra, c'est la deuxième partie de ce webinaire, la méthode SORA, qui permet dans certains cas de pouvoir quand même voler sans création de use space. Ah, on a des participants qui ont levé la main. Hop. Alors, je vais vous donner la parole, Thierry. Il me semble que vous avez levé la main. Hop. Alors, Thierry, vous n'avez pas mis votre micro, mais si vous avez une question, vous pouvez la poser à l'oral. T'as du son, Maëlys ? OK. Donc, je pense que Thierry, c'était un mauvais clic. Si jamais, envoyez-moi une question. Hop. Alors, on a Bruno Guastella qui a levé la main. Donc, Bruno, je vous autorise aussi à prendre la parole. Vous avez du coup le micro activé pour pouvoir parler. Hop, on a beaucoup de questions déjà, d'accord. Alors, c'est bon, Bruno, j'ai vu votre question. Alors, hop. Donc, on va répondre à toutes les questions qui sont déjà arrivées. Eric Pietralonga qui nous demande quel type de scénario est autorisé dans un USSP. Alors, justement, le USpace est là pour ce qui est en dehors des scénarios. Et notamment, ce qui est en dehors des scénarios avec des risques R assez importants. Vous le voyez sur la slide, les services que rend l'USSP, c'est principalement des services vis-à-vis de l'aviation aérienne générale. Je pense qu'il parle côté télépilote. Il n'a pas besoin de donner un scénario. Ah oui, après, effectivement, c'est des choses qui sont en dehors des scénarios qui sont présentées ici pour le USpace. En fait, en tant que télépilote, vous n'avez pas besoin d'avoir une opération spécifique. Par contre, pour créer un USpace, il faut réaliser des missions qui sont spécifiques avec des risques à considérer. Et en fonction, on crée ou non le USpace. Ensuite, on a dans le cadre de missions ponctuelles à proximité d'un USpace, est-il obligatoire de prendre le dit abonnement? Alors, à proximité du USpace, non. Par contre, si vous avez des zones, même qui ne sont pas des zones opérationnelles, des zones de contingence notamment, qui sont dans l'USpace, il faudra à ce moment-là effectivement se rapprocher de l'USSP pour voir si vos opérations vont gêner celles qui sont dans l'USpace. Et effectivement, si les opérations que vous avez prévues sont gênantes pour ce qui se passe dans l'USpace, il faudra à ce moment-là s'abonner au service de l'USSP. Ensuite, on a à quel moment sera le créneau de décollage possible? Alors, on a des très bonnes questions, c'est cool. C'est des procédures à mettre en place. Alors, comme j'ai dit, la règle, c'est premier arrivé, premier servi. Et on a, alors notamment quand ce sont des vols standards ou des vols qui sont spécifiques à USpace, donc qui globalement ne posent pas de problème, l'autorisation de vol sera quasiment immédiate, sera automatique et quasiment immédiate. C'est l'objectif. Un USpace a-t-il une durée de vie? Oui, un USpace a une durée de vie. Comme j'ai dit, c'est l'État qui délègue la gestion de son espace aérien à des USSP. Et tout ça, c'est fait lorsqu'il y a une demande. Si jamais la demande s'arrête, si jamais les opérations fréquentes s'arrêtent,
À ce moment-là, il n'y a tout simplement plus lieu de fournir des services pour un espace dans lequel personne ne vole. À ce moment-là, effectivement, le use space peut être fermé. Sans création de use space, on reste sur du protocole avec l'aéroport? C'est aussi un des gros avantages du use space, c'est que les télépilotes, alors, dans le cas de vol dans un use space, les télépilotes ne sont en contact qu'avec l'USSP. Et donc, et après, c'est l'USSP qui gère les protocoles avec le reste de la navigation aérienne. C'est un des gros avantages. Plus besoin de demander des protocoles spéciaux quand on vole proche des aéroports. Tout sera géré par l'USSP et il y a simplement l'autorisation à avoir de l'USSP. Mais sans use space, on reste sur du scénario classique ou des demandes classiques. En fait, il n'y a juste pas d'espace segmenté appelé use space dans lequel on a besoin de rentrer. Quel sera le coût de l'abonnement? Sera-t-il ponctuel, mensuel ou annuel? C'est une bonne question. Évidemment, c'est des choses qui ne sont pas encore totalement mises en place. On a plusieurs possibilités. Effectivement, des abonnements ou peut-être des prestations à la carte. Si un télépilote veut voler une seule fois dans un U-Space parce qu'il a une mission à faire, on peut imaginer des services à la carte. C'est encore à définir, ce genre de choses. Hop. Un télépilote loisir peut-il accéder à ces U-Space? Très bonne question. La seule chose, c'est de se conformer aux règles d'entrée dans le U-Space. Alors, la première règle, c'est ce qui concerne la sécurité. Il faudra s'assurer que le drone est conforme aux critères d'entrée dans le U-Space. Ici, on parle de précision de navigation. On parle aussi, par exemple, de moyens de sécurité, d'installation de parachute. Peut-être que notamment quand les risques seuls sont trop importants, l'installation d'un parachute sur le drone sera obligatoire et il est possible que, que, que l'entrée dans le U-Space soit soumise tout simplement à une certification télépilote, une formation télépilote. Donc, pour la plupart des télépilotes professionnels, ce sera pas un souci. Donc, les télépilotes en France. Alors, comment vont être matérialisés les U-Space sur les cartes? C'est un espace aérien particulier. Donc, il y a notamment une nouvelle on va dire, charte graphique, une couche de données ou charte graphique qui va apparaître sur les cartes. Et c'est des espaces aériens qui seront délimités. Alors, la plupart sont quand même sous forme de corridors, parce qu'on parle beaucoup de services de livraison sur des routes. Mais ça apparaîtra tout simplement sur une carte et indiqué de manière claire que c'est un U-Space. Est-ce que ça couvre aussi des espaces d'entraînement ou de formation? C'est possible. C'est possible que ça couvre des espaces d'entraînement, de formation. Ce n'est pas le but initial. Le but, c'est vraiment d'atténuer les risques, notamment côté air. Et pour les espaces d'entraînement et de formation, mieux vaut des espaces, comme on connaît déjà, avec des risques sol et des risques air assez faibles. Ensuite, on a une question qui nous dit comment savoir si nous sommes dans un use space. Des nouvelles cartes seront intégrées sur Géoportail ou Drone Keeper, donc qui fait écho à la question précédente, sûrement. Tout à fait, pour notre côté, c'est déjà prévu et il y aura sûrement une carte officielle de l'État. Comme je dis, c'est l'État qui délègue la gestion de l'espace aérien. Et donc, il y aura des publications officielles de l'État. Dans ces publications, d'ailleurs, chose importante, il y aura alors non seulement l'espace, la carte, et il y aura aussi l'USSP. Quel USSP rend ses services dans ce space? Et après, quels sont aussi les critères d'entrée dans le space? À qui s'adressent ces USSP? Très bonne question. Ça s'adresse principalement à des personnes qui veulent faire des opérations fréquentes. Des opérations récurrentes, c'est des opérations qui, pour l'instant, ne sont pas autorisées. La nouvelle réglementation sur les U-Space permet ce type d'opération. Et principalement des opérations qui avaient un risque air assez élevé. Donc, pour toutes ces personnes, c'est bien de se rapprocher d'un USSP pour voir tout ce qu'il est possible de faire. Et surtout, si ça aboutit à la création d'un U-Space, être prioritaire sur les créneaux de vol dans ce space. Je fais la transcription. Ceux qui n'ont pas entendu le voient. OK. Cela peut-il remplacer un OTAM? C'est même plus fort qu'un OTAM.
Les NOTAM permettent aujourd'hui d'autoriser certains types de vols qui sont considérés à risque. C'est un moyen d'atténuer les risques. Le USpace va beaucoup plus loin que le NOTAM, notamment avec tous les services que vous voyez à l'écran en ce moment. Ça permet d'aller beaucoup plus loin. C'est en ça que je dis que ça permet d'autoriser des opérations qui jusque-là ne l'étaient pas. Parce que les moyens d'atténuation des risques sont quand même beaucoup plus élevés. Bonjour Antoine, peux-tu donner des exemples précis de missions spécifiques, régulières et quotidiennes? Absolument. On a un use case. Alors, j'explique maintenant ou on fera le use case plus tard, mais tu peux donner des exemples. L'exemple principal de ce qu'on voit nous en ce moment, c'est vraiment le transport de matériel médical ou de médicaments. Parce qu'on est tout simplement sur des cliniques et des hôpitaux qui sont assez gros, donc proches de grandes villes, et souvent en périphérie de la ville pour les derniers CHU. Et donc, on est à la fois dans des espaces où souvent il y a une CTR, c'est des grosses villes, donc il y a une circulation aérienne tout autour de la ville qui est assez importante. Et on n'est pas non plus en plein centre-ville. Donc, on a des risques au sol qui sont présents et qui sont quand même assez atténués. Et on est sur des opérations, fréquentes. Là, effectivement, les cliniques ou les laboratoires d'analyse ont besoin de plusieurs vols, voire même plusieurs dizaines de vols par jour. C'est un des cas d'utilisation sur lesquels on va revenir. Ensuite, ce n'est pas fini. Jamais pouvoir finir. Non. Quel hauteur max est-il possible de demander doit être respecté dans un USpace? Ça, c'est à voir en fonction du type d'opération et de ce que l'État est prêt à accepter. Alors, en dessous de 500 pieds sol, qui est globalement le standard aujourd'hui, c'est pas un souci. Et le USpace permet de demander des hauteurs plus grandes. Alors, encore une fois, ces espaces permettent de rapprocher les drones de l'aviation générale, mais la règle est quand même claire. Ces drones ne doivent pas gêner l'aviation générale. Très bonne question qui arrive. Si je fais un suivi de chantier sur 50 mois sur une zone où un de mes collègues travaille aussi et qu'il crée un USpace, dois-je en créer un aussi, phase finale d'atterrissage sur un aéroport? Moins de 360 PSE. Alors, si les opérations ne sont que sur 50 mois et qu'elles sont proches d'un aéroport, c'est ça? Elles sont sur 50 mois sur une zone où un de mes collègues travaille aussi. En fait, ils sont plusieurs à faire des missions régulières pendant 50 mois. D'accord. C'est à voir avec ce qu'il est possible de faire ou pas. Effectivement, si les opérations ne sont jamais reliées entre elles, peut-être qu'effectivement plusieurs use space sont à mettre en place. Si c'est le cas, on a aussi sûrement des niveaux de risque sol et des niveaux de risque air qui sont différents. Donc peut-être pour certaines de ces opérations, simplement des scénarios standards pourront suffire. Et après, il est possible effectivement d'imaginer des use space qui font plusieurs dizaines de kilomètres de large. On peut vraiment imaginer pour des inspections des bulles assez larges. Encore une fois, le use space permet des moyens d'atténuation des risques. On ne peut pas non plus couvrir tous les risques possibles. Alors, on a énormément de questions, donc je vous propose juste qu'on avance un petit peu. On a jusqu'au use case. Je me suis arrêtée du coup à la question de Bruno Astor. Donc, on va reprendre les questions. La prochaine, c'est celle de Fabrice Roch. On avance un petit peu dans le webinaire, qu'on ait juste le temps de vous expliquer quelque chose et de vous faire un use case. Et on reprend les questions en suivant. Parce que là, très honnêtement, on en a encore énormément et on ne pourra pas finir. Mais je les reprends après, ne vous inquiétez pas, elles seront posées. Moi, c'est pas un souci, ça me fait extrêmement plaisir. Donc oui, j'en étais à détailler les services. Donc identification du réseau, savoir qui vole, géovigilance, pour simplement s'assurer d'être conforme à la réglementation et savoir ce qu'on peut faire dans ces espaces. Autorisation de vol, donc je vous ai parlé des créneaux et surtout de la règle. Premier arrivé, premier servi, quand on fait une demande d'autorisation. Et le quatrième service, qui est quand même un des plus importants, c'est le service d'information sur la circulation. Ici, pour tous les drones qui seront dans ce space, l'USSP devra avoir accès aux positions des drones. Et donc, chacun des télépilotes aura évidemment la position de son drone, aura aussi la position des autres drones présents dans le space et aussi la position des avions, tout simplement, qui voleront à proximité de ce space. Donc, ça permet de mettre en place notamment de la déconfliction pour les télépilotes.
Et après, il y a deux services qui sont facultatifs, qui pourront être mis en place dans le USpace. Le premier, c'est le service météorologique. Alors, pour ceux qui utilisent DroneKeeper, vous savez déjà ce que c'est. Simplement, on vient fournir la météo aux télépilotes. Pardon. Et enfin, le dernier service, c'est le contrôle de la conformité, où ici, on va s'assurer que le drone est bien conforme pour entrer dans l'USpace. Et après, on va s'assurer que le drone est conforme aux performances de navigation qu'il a déclarées. Pardon, excusez-moi. Alors, ça, c'était pour les USpace Service Providers, donc la réglementation auquel les USSP doivent se plier. Et maintenant, qu'est-ce que ça change pour les télépilotes? Parce qu'on a dit quelque chose de nouveau qui se met en place avec cette réglementation. Et donc, il y a des changements qui arrivent. Alors déjà, un USpace, c'est de la facilité. Quand on veut rentrer dans un USpace qui est déjà créé, il suffit de vérifier que son drone est conforme aux critères d'entrée et il faut être abonné à l'USSP. Les demandes d'autorisation sont acceptées de manière quasiment systématique. C'est très rapide et très efficace. Ça demande quand même une certaine rigueur parce que au moment de la préparation de la mission, il faut s'assurer qu'on ne vole pas dans un USpace ou que si on va voler dans un USpace, on soit conforme vraiment la réglementation en vigueur. Et le principe, c'est vraiment de fluidifier les missions, un très haut niveau d'automatisation, des autorisations quasiment systématiquement acceptées. Et pour ceux qui ont vraiment des vols fréquents à faire, demander la création d'un USpace, ça permet vraiment d'avoir la priorité sur les créneaux de vol. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est attention à la préparation des missions. Si on vole dans un USpace, il faut s'abonner au service de l'USSP. Le gros avantage, c'est que c'est l'USSP qui est en charge de la sécurité. C'est lui qui garantit des risques acceptables et la conformité de mission. Ok. On va finir les questions. Ou de use case. Ah, est-ce qu'on fait les questions de use case? Je propose un vote. J'ai une quinzaine de questions. Donc, si jamais vous voulez qu'on réponde aux questions avant de faire le cas pratique, je vous propose de lever la main. Et si vous ne souhaitez pas qu'on réponde aux questions avant le cas pratique, vous me faites rien. Voilà. OK. Et oula. Je crois qu'il y a une demande de réponse aux questions là. Bon. Je pense que là, c'est sans appel. On va répondre aux questions. Hop. Allez. Donc, on a les questions suivantes. Existe-t-il déjà des USpace en France, même s'ils ne rentrent en compte que l'an prochain et en Europe? Alors, il y a des projets, tout simplement, qui sont en train d'être créés. La réglementation, elle rentre en vigueur uniquement à partir de janvier, de la mi-janvier. Et en plus de ça, alors il y a ce qu'on appelle au niveau européen des AMC, des GM, des Guidance Material et Acceptable Mean of Compliance, qui vont avec cette réglementation, qui ne sont pas encore officiellement publiées. Donc, évidemment, les entreprises ont anticipé, les entreprises ont déjà des projets. Certaines avaient déjà, un peu comme Innovatem, on avait déjà ces services proposés. On est aussi en cours de certification. Les premiers use cases vont être créés, je pense, d'ici l'été. Ça va être ça le timeline. Alors, j'ai lu des questions. Il y en a beaucoup qui seront répondues avec le use case. Donc, on va passer juste sur les use cases parce que ça va être incohérent sinon. Hop. Donc, on va vous faire les deux petits use cases et puis ensuite, on reprendra les questions auxquelles on n'a pas répondu via les use cases. Le use case, c'est celui que j'expliquais tout à l'heure, celui le plus fréquent, un industriel dans le médical qui veut faire des opérations et des opérations qui sont en dehors des scénarios standards. Évidemment, si les opérations tombent dans les scénarios standards, c'est un peu inutile de créer un use case.
Donc, justement, si on est en dehors des scénarios, on peut demander la création d'un use space. Et donc, on est accompagné par un USSP pour demander cette création. Ce qui change vraiment, c'est la simplicité. Une fois qu'on est accompagné par un USSP, comme je l'ai dit, c'est l'USSP qui fait l'analyse des risques, c'est l'USSP qui définit les critères d'entrée. Alors, évidemment, en discussion avec le porteur de projet. Ça paraît logique. Et après, le porteur de projet a la priorité sur les créneaux dans ce use space. Pour les autres télépilotes, ils pourront évidemment voler s'ils sont conformes aux critères d'entrée dans le use space. Il faudra s'abonner au service, mais ils n'ont pas la priorité sur ces créneaux. Et donc, justement, le deuxième use case, côté télépilote, on a une mission, alors j'ai pris l'exemple d'une mission de photogrammétrie, et on se rend compte pendant la préparation de mission, avec votre site de préparation de mission préféré, que vous allez voler dans un use space. À ce moment-là, il faut effectivement déclarer sa mission auprès de l'USSP. Et ce qui se passe, encore une fois, l'autoroute des drones, c'est un peu comme sur l'autoroute, il faut venir payer les services que l'USSP va vous rendre, en échange de quoi vous avez un espace sécurisé, notamment vis-à-vis des autres drones et vis-à-vis de l'aviation générale, ce qui vous garantit des critères de sécurité. Et après, avec le haut niveau d'automatisation qui sera mis en place, vous avez aussi une très grande rapidité. Une fois que vous êtes abonné au service de l'USSP, déclarer avoir sa mission autorisée auprès de l'USSP, c'est simplement une question de minutes. Voilà pour les use cases. Allez, alors, du coup, dans les questions, vous confirmez que seule la catégorie certifiée pourra utiliser les use space? Anthony, il a même pas le temps. Alors, on s'intéresse. Alors, il y a des critères d'entrée qui seront définis, mais ça n'ira pas jusqu'à avoir des drones certifiés, ou être dans la catégorie certifiée. On s'adresse plutôt à des drones qui sont capables de voler en catégorie spécifique. Alors après, peu importe les catégories, n'importe quel drone qui correspond aux critères d'entrée sont autorisés à voler dans le space. Mais la catégorie visée, c'est catégorie spécifique. OK. Alors, si une opération de vol non programmée pour une mission prioritaire de police, douane, sécurité civile doit se dérouler dans une zone où un use space est actif, qui est à aviser? L'USSP, les utilisateurs ou le use space, ou les utilisateurs du use space? La personne à aviser, c'est l'USSP. C'est lui qui gère l'espace et c'est lui qui est capable, alors notamment, de fermer pour certains utilisateurs le use space. C'est un des services que l'État nous demande. Alors, ce service est notamment à destination des hélicoptères du SAMU et de la sécurité civile qui auraient besoin d'opérer dans le use space. À ce moment-là, l'USSP est capable de fermer cet espace aérien pour les drones. On parle de quelques minutes. On peut utiliser exactement la même chose pour des opérations prioritaires de drones pour le compte de la police ou des pompiers notamment. C'est tout à fait possible. Est-ce que les autorités devront payer? C'est une bonne question. Je pense que tout dépend de la forme que ça prend. Les autorités, ça peut être assez large. Je ne pourrais pas vous dire. Comme j'ai dit tout à l'heure, les abonnements ou les forfaits à la carte pour bénéficier des services, c'est encore en définition. Et donc, il y a effectivement le cas des autorités. Donc, dès l'instant où il existe un use space dans une zone, pour voler dans cette zone, il faudra donc payer pour être autorisé. Exactement. C'est le péage d'autoroute. C'est vraiment ça l'image. On paye, mais une fois qu'on est dans l'espace, on bénéficie de services, et notamment de services qui atténuent les risques. C'est le donnant-donnant. Alors, Eric Dutot qui demande si du coup les télépilotes loisirs auront accès au use space vu qu'il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes, effectivement, pour les télépilotes loisirs. Alors, encore une fois, c'est au moment du dépôt de dossier que les contraintes sont définies. Alors, évidemment, l'intérêt du SSP, c'est d'avoir les contraintes les plus faibles possibles. Mais pour, effectivement, ceux qui volent en catégorie verte, ça peut être compliqué de rentrer dans ce use space. Les contraintes, c'est surtout des contraintes de sécurité.
Et donc, c'est surtout ça qui va compter. Et c'est en ça que ça peut être compliqué pour la catégorie ouverte d'accéder au QSpace. Après, tout est possible. Littéralement, tout est possible. Ce qui compte, c'est la sécurité. Un USpace peut-il convenir à un scénario longue élongation et donc subvenir à une SORA? On répond du coup juste après, en fait. C'est ce qu'on voit juste après. Exactement. Un client me demande une mission en S3 à proximité d'un USpace. Dois-je passer par le USpace même si la mission est en dehors du USpace? Non, je vous conseille quand même de se rapprocher du SSP, de poser la question et que ensemble, le télépilote et l'USSP définissent précisément les opérations qui sont a priori en dehors du USpace. Et notamment, il ne faut pas que les opérations en dehors du USpace gênent ce qui se passe dans le USpace. Si c'est le cas, effectivement, ce n'est pas la peine. Pour être sûr, je vous conseille quand même de poser la question à l'USSP. Vous avez mentionné le parachute obligatoire, donc j'imagine que tous les drones du style DJI R2S, Mavic 3 et Mini ne seront pas éligibles au USpace. Les missions visées par le USpace seront principalement axées sur le transport et livraison. Ai-je tout bon? Presque. Effectivement, le USpace, c'est accès de transport et livraison. Pour le parachute, c'est un des moyens d'atténuation, notamment si l'USpace est créé au-dessus de zones peuplées. Pour ça, les critères d'entrée ressembleront à ce qui se passe dans le SORA, pour ceux qui connaissent la SORA. Si le USpace est créé uniquement pour des problèmes de risque air et que c'est des zones faiblement peuplées, peut-être que le parachute ne sera pas obligatoire. Et sûrement que le parachute ne sera pas obligatoire. Notre coopérative forestière intervient sur un territoire de plusieurs millions d'hectares sur lequel nous effectuons plusieurs fois par semaine des missions sur les forêts, je pense. Si je comprends bien, nous pourrions créer un USpace sur la moitié de la France. Quid des autres télépilotes qui souhaitent intervenir sur notre territoire? Devront-ils payer pour rentrer sur notre territoire USpace du coup? Alors, très bonne question. Très bonne question. Très bonne question, très intéressante. Pour l'instant, on imagine des USpace qui font alors, soit des bulles qui font quelques kilomètres de diamètre, soit vraiment des corridors de livraison. Donc, en volume, ça reste des espaces qui sont assez petits. Le USpace sur la moitié de la France, pour des questions d'analyse des risques, de sécurité, ça peut être très compliqué. Et pour être honnête, hein, ce sera pas tout de suite. Pour la question des autres personnes qui veulent voler dans le USpace, le USpace est créé à la demande d'un porteur de projet, mais c'est l'USSP qui gère l'espace. Et donc, les autres télépilotes qui veulent rentrer dans cet espace gèrent ça uniquement avec l'USSP et notamment payent les services de l'USSP. Donc, pour être clair, l'espace n'appartient pas au porteur de projet, il a simplement la priorité dans cet espace. Bonjour, avez-vous entendu parler de modification du réseau RTBA, élargissement, qui pourrait concerner les activités de drone? Alors, l'élargissement du réseau RTBA, on en entend souvent parler. Pour l'instant, rien d'officiel. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est tout simplement à négocier avec les militaires. Si jamais on veut créer, alors déjà, si jamais on veut faire des opérations drone dans un espace qui peut être réservé aux militaires, que ce soit de manière permanente ou temporelle, la création d'un USpace peut être un moyen d'autoriser ces opérations. Sur ça, je préfère pas trop m'avancer, puisque les négociations sont à faire entre l'USSP et les militaires. Et bon, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus facile de négocier avec une tour de contrôle, avec une CTR. Des militaires ont d'autres contraintes. Et dans ce cas-là, ça peut être compliqué de créer un USpace. Le mieux, c'est de se rapprocher d'un USSP et de voir ce qui est possible de faire. Comment allez-vous actualiser les USpace sur les cartes si vous créez des zones régulièrement? Il s'agira plutôt d'une demande de USpace comme pour une demande de ZRT et publication de long terme. C'est une chose qui, alors comme j'ai dit, c'est l'État qui délègue la gestion de l'espace aérien, donc c'est l'État qui s'occupe des publications officielles. Pour ce qui est de la création de zones qui pourraient être très fréquentes et qui pourraient amener à beaucoup de publications,
On a quand même l'idée que, de toute façon, c'est même une obligation des USSP. Au moment où un USpace est créé, l'USSP doit prouver qu'il est capable de fournir les services pendant minimum 1 an. Alors, évidemment, on sera capable de fournir les services pendant plus longtemps, mais c'est le minimum. On ne créera pas, on ne fermera pas des USpace tout le temps, comme un hôtel, effectivement. C'est quelque chose de beaucoup plus pérenne. Il faudra moins de 5 jours ouvrés pour avoir une réponse de l'USSP. Je pense que là, ça a attendu longtemps de réponse de préfecture. On a une petite crainte qui se ressent là. C'est l'avantage de voler dans l'USpace. La négociation se fait avec les autorités au moment de la création. Et une fois que la création du USpace est actée, c'est automatisation par l'USSP. Donc, à moins que la demande soit particulière, ce sera une réponse automatique, une autorisation automatique de l'USSP. Est-ce que cela va créer des contraintes pour les S1, S2, S3 classiques? Oui. pour les opérations dans l'USpace, oui. Alors, on a une question qui revient beaucoup. Je vais tout englober. Je vais prendre du coup la question. Comment justifiez-vous de facturer aux télépilotes en catégorie spécifique un service non nécessaire dans le cadre d'une mission en scénario classique, mais en USpace, sachant que les notifications ou autorisations sont aujourd'hui gratuites? Ah, c'est une bonne question. Alors déjà, effectivement, si vos opérations tombent dans les scénarios standards, effectivement, c'est pas la peine de s'embêter dans USpace, clairement. Effectivement, plus, vous allez payer. À partir de là, si un USpace est créé et qu'il y a des opérations de drones fréquentes dans l'USpace, on de toute façon ne pourra pas voler selon les scénarios standards. Le fait qu'il y ait des vols de drones fréquents dans l'USpace, ça induit des risques air, alors non plus avec l'aviation générale, mais entre drones, qui à ce moment-là, ne permet pas de voler suivant les scénarios standards. C'est pour ça que, alors, quand je disais notamment que l'USpace s'adressait principalement à la catégorie spécifique, l'idée, c'est que même si le scénario standard ne suffit pas, les critères d'entrée, a priori, ressemblent à ce qu'il y a dans le scénario standard. Et là, effectivement, il faudra intégrer. Sera-t-il possible de contourner un USpace? Oui, effectivement. Si vous ne voulez pas rentrer dans l'USpace, tout simplement pour ne pas payer les services, et que vos opérations, même en contournant l'USpace, tombent sur un scénario standard, effectivement, c'est tout à fait possible de le contourner. Encore une fois, là-dessus, ça peut être bien de contacter l'USSP et d'être sûr que les opérations ne gênent pas. Je précise bien notamment parce que l'USSP aura l'obligation de mettre des dispositifs qui vont capter le trafic aviation générale et aussi le trafic drone. De toute façon, on vous verra. Et donc, si ce n'est pas gênant, ce n'est pas un souci. Mieux vaut effectivement prendre contact avec le SSP pour être sûr que les opérations ne soient pas gênantes. Pour les télépilotes ayant des missions variées, lieux très différents, les USpace deviennent de nouvelles contraintes. Il faudra donc plusieurs abonnements? Très bonne question. Très, très bonne question. Dans tous les cas, il faut s'abonner. Alors, c'est aussi quelque chose, une autre question qui va sûrement revenir. Il y a plusieurs USSP c'est la question d'après. Ouais. Il y a plusieurs USSP qui vont être montés. C'est une réglementation européenne, hein, donc plusieurs USSP au niveau européen vont être certifiés dans les prochains mois. L'État délègue la gestion des espaces aériens à des USSP et après, n'importe quel USSP qui rend les services, USpace, peuvent se mettre dans n'importe quel USpace en Europe. Il faudra juste vous assurer que vous êtes abonné à un USSP qui rend les services dans l'USpace dans lequel vous voulez voler. Comment va-t-on garder le contact avec le télépilote dans l'USpace? Comment va-t-on garder le contact avec le télépilote d'un point de vue? Est-ce que vous pouvez préciser votre question, François-Xavier? Je ne sais pas si vous avez reposé les noms. Alors, l'USSP sera en contact avec les télépilotes. Ça se fera vraisemblablement à travers une interface, une application mobile ou une page web, ce genre de choses. Ça reste encore à définir. C'est en ça que l'USSP communique
avec le télépilote. Et après, la communication télépilote-USSP se fait de manière automatique. Alors, notamment, vous le savez, en France, quand un drone fait plus de 900 grammes, il est obligé de transponder sa position sur le réseau Wi-Fi. Dans l'USpace, l'USSP doit garantir qu'il est capable de recevoir toutes ces trames Wi-Fi, toutes ces positions Wi-Fi, et après de fournir les positions à tous les autres télépilotes dans l'USpace. Alors, je réponds en écrit à Christophe Mogui qui demande si les services et tarifs de l'USSP seront plafonnés. Pour l'instant, comme c'est encore en train de se structurer, tout ce qui est question tarifaire, que ce soit à l'unité, à l'abonnement, en fait, ça va vraiment dépendre de comment se structure, entre guillemets, ce marché. Est-ce qu'on propose des missions ponctuelles? Est-ce qu'on propose un abonnement obligatoire? Est-ce que ce sera plafonné? Je suppose que ça va être une règle du marché qui ne doit pas être déloyale, donc on ne va pas être à des prix exorbitants les uns comparés aux autres, parce qu'on sera plusieurs de ce. Après, pour l'instant, comme c'est encore en train de se structurer et qu'une nouvelle réglementation va sortir pour structurer ce un petit peu plus, on ne peut pas trop donner de réponse certaine. Donc, ça répond aussi à la question de Gilles Rabinovitch. On ne sait pas encore. Si je dois effectuer un vol S1 à très basse altitude, moins de 10 mètres, et que je tombe sur un U-Space, que dois-je faire? Là encore, alors dans le U-Space, même si c'est scénario S1, il faudra se déclarer et bénéficier des services de l'USSP. Je dis ça parce que, notamment, c'est l'USSP qui connaît toutes les opérations présentes dans le U-Space. Il y a des zones qui sont bien définies, zones de décollage, zones d'atterrissage, des zones d'atterrissage d'urgence. Et donc, il faut, même si on vole très bas, même si on vole suivant un scénario S1, si c'est dans le U-Space, il y a des risques que d'autres drones viennent rentrer en conflit avec vous. Et le moyen d'atténuer ce risque, c'est les services de l'USSP qui sont obligatoires quand vous volez dans un U-Space. Pourquoi les petits entrepreneurs payent pour un service à destination des grosses entreprises alors que ce service nous est défavorable? L'entreprise qui demande la création d'un U-Space ne devrait-elle pas prendre le coût en charge? Alors, l'entreprise qui demande la création d'un U-Space va encore une fois, a priori, payer les coûts liés à la création, liés à la mise en place. Il y a quand même tout un dossier à monter. Ce n'est pas tout à fait simple pour l'USSP de monter un U-Space. Et après, les coûts d'entrée dans l'U-Space, comme on a dit, seront à définir. Après, il y a quand même un intérêt à l'USSP de proposer des prix qui sont assez bas pour que d'autres personnes puissent rentrer dans ce space, évidemment. Mais il est vrai que les personnes qui ont bénéficié en premier sont les gros industriels et ceux qui veulent faire des opérations récurrentes. C'est ce pourquoi sont créés les U-Space, et effectivement, ça crée beaucoup de contraintes pour les autres, alors notamment au niveau financier, puisqu'il faut payer pour rentrer. Ça crée beaucoup de contraintes pour les autres qui ont une mission ponctuelle. Alors, on nous demande encore le volume des U-Space, largeur, hauteur, et peut-il de remettre la slide du début, tu sais, où on voit. Oui. Hop, je vais repasser ça. Alors, j'ai envie de dire, tout est possible. Tout dépend. Pardon. Tout est possible. Tout dépend des opérations que vous voulez faire. Aujourd'hui, on a des use space. Alors, comme je vous disais, par exemple, le transport de médicaments, on imagine tout simplement des bulles qui font quelques kilomètres ou des rectangles qui font quelques kilomètres, dizaines de kilomètres de long. Et la deuxième chose qu'on envisage beaucoup, c'est de la longue élongation entre les villes. Et donc là, on imagine des corridors de plusieurs centaines de kilomètres. C'est les deux principales opérations qu'on a. Après, on parlait tout à l'heure, par exemple, des forêts. Il est possible de créer un U-Space au-dessus d'une très grande forêt. Tout est possible. Ce qui va compter, c'est les risques. Il faut que les risques soient à peu près les mêmes dans tout l'U-Space. Sinon, c'est évidemment la zone avec le plus de risques qui va imposer le plus de contraintes, et ce pour tout le reste du U-Space.
Alors, je suis en train de répondre à une question à l'écrit de JC Dispensa. La liste de tous les USSP sera-t-elle publiée et mise à jour? Du coup, on peut mettre les USSP en compétition pour comparer les tarifs sur la création ou l'abonnement d'un USpace. Absolument. En fait, il faut imaginer qu'il y aura un USpace, donc un espace, et plusieurs USSP pourront agir sur cet espace, pourront eux aussi le gérer, bien qu'il y ait l'USSP qui ait créé cet espace. Mais tout cela reste réglementé par l'État. Donc, l'État liste les USpace, il faut vraiment imaginer que ça va être une couche de données. Donc, vous aurez la transparence, vous pourrez choisir. Même si de toute manière, pour bénéficier du service de l'USSP, il faudra un moment ou un autre payer, vous quand même, s'il y a plusieurs USSP présents sur le même USpace, vous aurez le choix. On ne peut pas vous forcer à dire venez chez nous plutôt que chez le partenaire. Voilà, vous aurez toujours la transparence. C'est aussi en ça que les USSP ont intérêt à proposer des prix qui sont assez bas, parce qu'évidemment, sinon, tout le monde préférera aller chez la concurrence. C'est aussi un de nos objectifs, c'est de proposer des prix qui sont attractifs. Alors, je pense que Maxime Reclus en a marre de calculer sa zone d'exclusion des tiers. Ça tombe bien, il y a une nouvelle fonctionnalité dans Keeper. Bonjour, si l'utilisation des USpace simplifie les vols, notamment en ville, comme par exemple une mission de photogrammétrie, est-ce que cela met fin aux mises en place d'exclusion des tiers, fermeture de route ou de rue, pour pouvoir faire voler son drone au-dessus du domaine public? Oui. Alors, il faut, alors, comme j'ai dit, les règles d'entrée dans les USpace sont à définir. C'est l'objectif du USpace de simplifier les démarches et de ne pas avoir à faire ça en permanence. On peut imaginer des autorisations de vol qui sont soumises à ce genre de démarche de fermeture de route. L'idée, après, c'est quand même de faire ça qu'une seule fois et tout simplement au moment de l'autorisation et au moment juste avant le départ du drone, c'est le télépilote place ses panneaux ou place ses moyens d'atténuation des risques. On peut imaginer ça. L'idée, c'est quand même de simplifier tout ça et l'idée, c'est de ne plus avoir à faire ça. Pour les opérations en drone captif, très bonne question. Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est à voir avec l'USSP. Alors, si l'opération de drone captif est porteur du projet, évidemment, toutes les règles d'entrée seront adaptées à la version captive du drone. Si le USpace est créé pour, au départ, un usage différent et qu'un télépilote veut faire voler de manière ponctuelle son drone captif à l'intérieur, il faut montrer qu'il reste conforme aux critères d'entrée dans le USpace avec les moyens de la réglementation qui existent déjà et donc toutes les dérogations qui existent pour les drones captifs, tout simplement. L'avantage, encore une fois, c'est que c'est à négocier avec l'USSP. Et donc, après, c'est l'USSP qui négocie avec les autorités. Est-ce qu'ils seront toujours à partir du sol, ces fameux USpace? Pour la plupart, oui, puisque les risques commencent dès le décollage. Donc, pour la plupart, oui. Après, effectivement, si vous avez une mission ponctuelle et que c'est un passage que vous faites dans le USpace, c'est pas un souci. Vous pouvez décoller en dehors du USpace et après passer dans le USpace. Il faudra quand même s'abonner au service, vous passez dans le USpace et il faudra quand même être conforme aux critères d'entrée dans le USpace. Mais c'est possible de simplement traverser, notamment quand on imagine les corridors grande élongation, c'est possible de couper ce corridor. Encore une fois, il faut quand même se conformer aux règles d'entrée. Comment récupérer des signaux Wi-Fi pour détecter l'ensemble des drones dans un USpace? Alors ça, c'est... Je coupe la question, mais on y a pensé, vous ne inquiétez pas. Oui, c'est justement quand je dis que Innovatm a déjà des services qui sont mis en place. Ce service-là, il est actuellement en test et il va être certifié dans les prochains mois. On a simplement des balises qui viennent capter ces émissions. Et alors, en fonction de la taille du USpace, il y aura effectivement une première balise. Il y a des redondances qu'on est obligé de mettre en place, ce genre de choses. Et donc, ça, c'est côté USSP, c'est à nous de garantir qu'on peut capter tous les drones qui volent dans le USpace. Mais c'est une préoccupation de l'USSP. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui sera vérifié, la création du USpace. C'est quelque chose qui sera testé même à la création du USpace. J'ai une bonne nouvelle, on est arrivé à la fin des questions. On va du coup pouvoir passer sur la méthode Sora. Je m'arrête du coup
à la question à laquelle je viens de répondre à l'écrit, celle de attendez, parce que il y en a beaucoup. Celle de Didier Montant. S'il y a plusieurs USSP pour gérer un USpace, alors ils devront partager pas mal d'outils et de données pour garantir le service, gestion de sécurité. Absolument. C'est le principe d'interopérabilité. Ce sera valable pour les services européens. S'il y a par exemple un USpace transfrontalier, il y aura du coup une interopérabilité, même sur les USpace en France, il y a plusieurs USSP. Tout doit être interopérable, à l'image de DroneKeeper et USpaceKeeper qui sont même interopérables. Les données s'échangeront, on aura les mêmes données partout pour justement garantir un niveau de sécurité satisfaisant. C'est vraiment le but d'un USpace, en fait, de créer de la sécurité au maximum. Voilà, donc pour l'instant, on va s'arrêter sur la question à laquelle je viens de répondre. Je vous laisse poser les autres, je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent. On répondra à celle-là. Après la Sora et USpace, on a encore un temps de questions-réponses qu'on a gardé. Je garde vos questions, je reposerai celles qui sont sur la Sora pendant la Sora. Tout ce qui est sur USpace qui vient d'arriver maintenant, là, je les reposerai du coup un petit peu plus tard. OK. Alors, effectivement, maintenant, je vais vous parler de la demande d'exploitation Sora, qui est en fait une manière d'exploiter ces drones en dehors des scénarios standards. Alors, on l'a vu tout à l'heure, si c'est en dehors des scénarios standards et que c'est des opérations fréquentes, a priori, ce sera la création d'un use space qui sera obligatoire. Si c'est en dehors des scénarios standards et que les opérations le sont un peu moins, on peut passer par une demande d'exploitation SORA, notamment c'est une demande pour des vols qui a priori sont à risque, mais dont l'opérateur a les moyens d'atténuer ces risques. Et le but, c'est de montrer aux autorités, de montrer pas de blanche aux autorités, de montrer qu'on est capable d'assurer la sécurité de nos opérations. Alors, comme je vous ai dit, c'est un dossier qui est assez lourd, mais qui permet de voler en dehors des scénarios. Pour ceux qui connaissent, ça permet aussi de voler en dehors des PDRA. Et il faut quand même, parce que les opérations qui à ce moment-là sont risquées, il faut montrer qu'on a les moyens d'atténuer ces risques. Alors, ça c'est pour le contexte. Pour le dossier en lui-même, donc on dépose une demande d'exploitation SORA à travers un dossier SORA. Et ce dossier SORA contient notamment l'analyse des risques qui doit être faite selon la méthode SORA. Donc, il y a deux choses, le dossier SORA qu'on dépose et la méthode SORA, qui est une méthode d'évaluation des risques. Alors, je vous affiche ici toutes les pièces du dossier. Je ne vais pas toutes les évoquer. Les pièces importantes, c'est le MANEX en premier, pour montrer comment on effectue les opérations et qu'on les effectue de manière sécurisée. Après, c'est l'évaluation des risques, SORA. Donc là, on montre aux autorités qu'on a bien pris en compte tous les risques possibles et imaginables pour nos opérations. Et la troisième chose importante, c'est les pièces justificatives de nos moyens d'atténuation. Donc, on montre qu'on atténue les risques et en plus, on prouve qu'on atténue ces risques. Alors, la méthode SORA, elle est assez complète. Je vous la résume ici très rapidement. C'est l'évaluation de deux risques, la méthode SORA. L'évaluation des risques R, donc concrètement, la densité du trafic aérien qui est dans l'espace dans lequel je veux voler, et les risques de collision qui en découlent pour les risques R. Et donc là, il faut proposer des moyens d'atténuation. Le moyen le plus classique, c'est l'ADSB. ADSB qui soit alors in, c'est pas mal. S'il est in et out, c'est encore mieux. C'est un moyen d'atténuer les risques. Après, il y a la deuxième grande évaluation, c'est l'évaluation des risques au sol, donc les risques en cas de crash. Encore une fois, on peut reprendre l'exemple de tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des risques pour les personnes au sol. Je vole au-dessus de zones peuplées. Si j'ai un parachute, j'atténue ces risques. Et donc, une fois qu'on a évalué ces risques et qu'on a compté les moyens d'atténuation de ces risques, on définit ce qu'on appelle le niveau de SAIL. Donc, ça tient pour Safety, Assurance and Integrity Level, qui est en fait le niveau de risque global de nos opérations. Et c'est ce niveau de SAIL qui va définir jusqu'à quel point on doit montrer que nos opérations sont sécurisées, ce qu'on appelle les objectifs de sécurité opérationnelle. Il y en a 24, ça couvre plus ou moins tout, la conception du drone, la maintenance du drone, la formation des équipages, les procédures. Beaucoup de choses se basent sur le MANEX. Et voilà, plein d'autres choses. Et en fonction de notre niveau de SAIL, notre niveau de risque, on doit assurer ces objectifs de sécurité de manière plus ou moins forte. Si on est sur des niveaux de SAIL 1, qui est le plus faible, la plupart du temps, on va simplement devoir se déclarer conforme
aux objectifs de sécurité, dire qu'on les respecte. Si on est sur des niveaux de sale plus élevés, 5, 6, 7, à ce moment-là, il y a la certification qui devient obligatoire, donc certification du drone, certification des procédures, des télépilotes et ce genre de choses. Et évidemment, entre la simple déclaration et la certification, il y a tous les niveaux possibles. Alors, on a une question. Oui. Pour le dossier SORA de point DSB. Ah, ADSB. Pour le dossier SORA de point DSB, par interrogation. Je n'ai pas compris la question. Alors, c'est peut-être ADSB qui est un système qui est beaucoup utilisé en aviation générale, qui est basé sur le GPS. Et notamment, les avions émettent leur position sur une fréquence, c'est des fréquences ADSB. Les autres avions sont capables de recevoir ces positions, de décrypter, et ils font d'évitation. Voilà, ils évitent les conflits comme ça. Donc, c'est simplement les avions qui communiquent entre eux qui sont capables d'éviter les conflits comme ça. Donc, évidemment, si le drone est équipé d'ADSB, que ce soit recevoir les positions des personnes autour, soit en plus émettre leur position, c'est un moyen d'atténuer les risques de collision en vol, évidemment. Alors, ça, c'était pour le dossier. Et après, on va faire le lien entre le SORA et le USpace. Aujourd'hui, si vous voulez voler en dehors des scénarios standards, en dehors des PDRA, qui est encore un autre moyen d'autoriser des vols, et en dehors alors des LUC, qui est une certification des opérateurs, des choses techniques sur la réglementation. Mais bref, s'il n'y a aucune case qui correspond à vos opérations dans la réglementation, vous pouvez toujours faire un SORA. C'est toujours. C'est évaluation des risques. On montre patte blanche aux autorités et on montre qu'on est capable d'atténuer ces risques. Il est possible que des fois, ce ne soit pas suffisant et dans ce cas-là, on peut passer sur la création d'un USpace. C'est encore plus le cas quand les opérations sont fréquentes. Et à ce moment-là, la démarche devient beaucoup plus simple puisque c'est l'USSP qui est en charge de l'analyse des risques, c'est l'USSP qui est en charge des moyens d'atténuation. Et alors, c'est forcément des choses qui se payent, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est une simplification pour les télépilotes. Donc, les deux choses sont liées. Une analyse des risques SORA, c'est très bien et ça peut suffire. Si jamais les opérations, notamment un risque R trop élevé, passer par un USpace et profiter des moyens d'atténuation des risques des USpace, c'est un grand bénéfice. Voilà, donc je vais laisser Maëlys conclure et après on passe sur la séance de questions. Oui. Donc, merci beaucoup déjà pour toutes les questions qui nous ont été posées pendant ce webinaire. C'est super sympa de voir que ça vous intéresse. En conclusion, donc, on a vu qu'on va avoir de nouveaux espaces aériens qui vont arriver dans notre espace aérien d'aujourd'hui, qui vont concerner tout le monde, dans le sens où si moi je suis télépilote, il faut que je fasse bien attention à ne pas rentrer dans un USpace par inadvertance, que je vérifie que mon drone est conforme, que je paye la redevance, donc qui reste à définir. Je réponds aussi à toutes les questions qui ont été posées afin d'y entrer pour bénéficier des services. En contrepartie, j'ai accès à un espace où les missions drone avec de plus grands risques près des villes, près des aéroports, sont grandement simplifiées. En fait, toute l'analyse a été faite avant. J'y entre, j'y évolue et je ressors. L'USSP me suit. Je ne parle qu'à l'USSP. Je n'ai plus qu'un seul intermédiaire. En fait, ma demande, je la fais qu'à un intermédiaire parce que tout aura été vu en amont. Ça, c'est côté télépilote. Côté industriel, j'ai des missions qui sont récurrentes, souvent au même endroit, dans les villes, autour des aéroports, autour des hôpitaux, par exemple, comme on a pu le voir. Je n'ai qu'à me rapprocher d'un USSP, ou du moins l'USSP va m'aider. En fait, je vais demander à l'État la création d'un USpace qui sera mon espace aérien où je suis prioritaire. C'est-à-dire que si je veux voler pendant 5 heures et faire 18 allers-retours de drone, c'est mon espace. Si j'arrive en premier, mes créneaux seront les prioritaires. Donc, c'est hyper intéressant côté industriel. Par exemple, on peut penser aux drones pharmaceutiques. S'ils sont prioritaires sur cet espace, ils en bénéficieront à grande échelle. D'ailleurs, si vous êtes un industriel et que vous avez besoin ou que vous voulez poser des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous par la suite par mail. Il n'y a aucun problème, on répondra avec plaisir à toutes vos questions.
en cas, du coup, où dans le cas où je suis un industriel qui utilise le même couloir aérien qu'un autre industriel qui a créé son use space, donc le use space est existant, ça va être plus compliqué pour moi d'évoluer dans ce use space, tout simplement parce que il a été créé par un autre, donc l'autre est prioritaire. Donc effectivement, certains ont dit que c'était la privatisation de l'espace aérien, plus ou moins. En fait, c'est la restructuration de l'espace aérien qui, pour l'instant, a des règles. On le voit, les règles sont quand même assez changeantes. Ça évolue d'année en année, mais c'est un marché qui est nouveau. Il y a besoin de créer une coordination, de mettre en place de nouvelles règles, tout simplement afin de diminuer les risques, structurer l'espace et désengorger aussi les autorités qui ont énormément de demandes, vous vous en doutez bien. Et donc, en fait, tout ça, ça va venir fluidifier et créer une nouvelle osmose en fait, dans l'espace aérien. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'il fallait retenir sur le U-Space. Côté Sora, j'espère du moins que l'explication vous a aidé, vous a aiguillé. S'il reste des questions, du coup, je vais laisser Antoine passer à la slide questions-réponses parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Alors, tac, tac, tac. Question-réponse. Je vole hors scénario, vol en essaim. Je dois m'entraîner régulièrement, de jour comme de nuit, sur un terrain d'entraînement qui se situe en zone R, gérée par l'armée. Puis-je demander à un USSP de créer un U-Space? Vous vous chargez des demandes préfecture, des demandes de dérogation, des protocoles avec les gestionnaires. Exactement. Alors, si les opérations sont déjà autorisées selon la réglementation qui est déjà en vigueur, ce n'est pas la peine de demander un U-Space. Si ce n'est pas encore tout à fait le cas, effectivement, on peut demander la création d'un U-Space. Encore une fois, avec les militaires, c'est à négocier tout simplement. Après, si les opérations sont déjà autorisées, ce sera très simple, hein, on restera sur les mêmes règles. Et effectivement, c'est l'USSP qui se charge des protocoles, que ce soit avec les militaires, que ce soit avec les tours de contrôle, les gestionnaires d'espace, le SNA, la DSAC. C'est l'USSP qui gère tout ça. Qu'est-ce qui différencie un USSP d'un LUC? Ah, intéressant. Je suis passionné. On vous l'avait dit, hein, qu'il était passionné. Le LUC, c'est la certification des opérateurs. Le LUC, c'est l'opérateur montre aux autorités qu'il est capable d'analyser les risques, qu'il est capable de faire ses opérations, qu'il les fait de manière sécurisée. Et une fois que l'opérateur n'a pas simplement fait la demande, mais qu'il a démontré, donc il y a plusieurs opérations en conditions réelles à faire qui permettent de certifier les opérations. Et souvent, le LUC permet de voler, de s'auto-déclarer et de s'auto-autoriser à voler selon les scénarios standards et les PDRA. Le LUC s'arrête ici. Pour l'USSP, c'est quelque chose de différent, c'est la gestion de l'espace aérien. Et donc, le télépilote va venir discuter avec le gestionnaire de l'espace aérien, qui sera l'USSP. Et le télépilote n'a juste à prouver à l'USSP qu'il est conforme aux critères d'entrée, tout simplement. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple que de passer par un. Très bonne question d'Alexis Goyard. Goyard, je ne suis pas sûre, désolée. Qu'est-ce qui va empêcher un USSP de créer un U-Space lui-même sur une ville pour que tous les télépilotes aient l'obligation de payer pour voler dans cette zone? C'est une super bonne question. C'est le côté diabolisant du paiement en fait, pour accéder au service, je pense, Oui. qui fait peur à prime abord. Oui. C'est l'État. C'est vraiment l'État. Tout simplement, l'USSP est soumis aux règles de l'État et comme j'ai dit, l'État délègue son espace aérien là où il y a un besoin. Et donc, pour nous aujourd'hui, c'est impensable de créer un USSP au-dessus d'une ville sur laquelle il n'y a pas de besoin. Alors, déjà parce que nous, ça nous coûte un peu, on met des services en place. S'il n'y a personne qui vole, ce ne sera jamais rentable pour nous. Et surtout, l'État ne nous autorisera jamais à réserver des espaces aériens. Il nous délègue la gestion uniquement s'il y a un vrai besoin. Comment sera géré en U-Space, les contraintes de non-survol des tiers alors que vous parlez de possibilité de faire du S2 dans les zones urbanisées? Cela signifie-t-il que les risques sols seront définis comme moins importants ou inexistants dans un U-Space? Alors, non. Les risques sols, de toute façon, sont toujours les mêmes. Qu'on vole dans un U-Space ou pas, les risques sont les mêmes. Ce qui compte, c'est les moyens d'atténuation. C'est vraiment ça qui va compter.
Euh, le U-Space n'est pas fait pour donner des moyens d'atténuation du risque sol. Par contre, le U-Space crée des règles d'entrée qui sont des moyens d'atténuation du risque sol. Comme je disais tout à l'heure, notamment, alors ce sera le cas au-dessus des zones peuplées, a priori, l'obligation d'avoir un parachute, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Si le risque sol est trop élevé, un des critères d'entrée sera l'utilisation d'un parachute ou d'un airbag. Hein. C'est simplement un exemple. Le U-Space et les services que fournit l'USSP sont surtout là pour atténuer les risques R. Alors, un use space peut-il être réduit à un certain type de drone unique, par exemple le Mavic Mini de moins de 250 grammes, ce qui serait très limitant pour les autres types d'opérations? C'est clairement pas l'objectif. Après, il y a notamment des contraintes qui peuvent être très fortes. Alors déjà, on voit la certification de drone, que ce soit les classes de l'Union européenne de C0 à C6, que ce soit les DVR, Design Verification Report, qui garantissent certains niveaux de sécurité de l'architecture même du drone. Tout ça, c'est des choses qui existent très peu. Et peut-être qu'effectivement, les contraintes qui vont être à l'entrée du U-Space réduiront a fortiori un seul type de drone à voler dedans. Là, on est quand même sur des U-Space qui ont des niveaux de risque élevés. Alors, notamment, encore une fois, ça fait référence à des risques sols quand on a besoin de DVR, quand on a besoin de drones qui sont classés sur les catégories de C0 à C6. Ça fait souvent référence à des risques sols. Peut-être que dans un premier temps, effectivement, toutes ces règles mises en place restreindront les opérations uniquement à un type de drone. Après, encore une fois, c'est tout à l'avantage de l'USSP de ne pas fermer complètement ce U-Space par des critères d'entrée, évidemment. Si au moment où le U-Space est créé, on peut faire voler d'autres opérations que ce qui est prévu initialement, c'est effectivement vraiment bénéfique pour nous. Oui, le but, c'est pas du tout de fermer l'espace aérien, de laisser qu'une personne y voler. C'est vraiment d'appréhender en fait tous les risques qui peuvent être encourus pendant ces missions. En fait, on fait une analyse des risques qui est beaucoup plus poussée que la SORA, ou l'étude SORA, le SORA, je ne sais jamais. Pour que plus tard, les utilisateurs qui correspondent aux critères, donc les critères ne sont pas forcément immenses, en fait, ça dépend vraiment des risques qui sont appréhendés dans ce use space. C'est pas forcément fermé, c'est juste que les risques sont appréhendés pour certains drones. À rajouter quand même que les use space sont là pour autoriser des types d'opérations qui ne le sont pas pour le moment. C'est ça. Donc, c'est vraiment de toute façon, si les opérations ne sont pas autorisées pour le moment, c'est souvent parce qu'il manque un design verification report, parce qu'il manque une certification, parce qu'il manque une autorité ou un labo qui est capable d'expertiser tel ou tel système du drone. C'est souvent pour ça que les opérations sont refusées. Les critères d'entrée dans l'USpace en cas de grand risque peuvent être ce genre de choses. Alors, William Leroy qui demande si j'ai besoin d'une création d'USSP, à qui dois-je m'adresser? Alors, William, si jamais vous parlez de USpace, vous pouvez venir nous voir. Il y a d'autres USSP qui se positionnent sur le marché, mais c'est en cours de structuration. En fait, personne ne s'est vraiment prononcé. Si jamais vous avez besoin d'aide, du moins pour potentiellement considérer la création d'un USpace dans le cadre de vos activités, n'hésitez pas à vous rapprocher. Vous pouvez nous contacter. Vas-y, tu peux mettre la slide des réseaux. On vous a mis tous les réseaux Dronekeeper. Donc, Dronekeeper, c'est notre nom Facebook, LinkedIn et YouTube. Vous avez aussi le groupe Dronekeeper sur Facebook. Vous me verrez, moi, je suis Maëlys Dronekeeper si jamais vous avez besoin de m'envoyer un message. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram Dronekeeper France. Et si jamais vous avez besoin de discuter par rapport à la création d'un USSP, du coup, plus spécifier votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par mail. Je vous mets le mail en réponse à votre question. contact@innovatm.com. Tac. C'était USpace. Voilà. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de conseils. On peut vous aiguiller, il n'y a aucun problème. Les drones de moins de 250 grammes. Alors, Stéphane Camillo nous a cité, étant donné notamment que les exploitations effectuées en vue directe avec des aéronefs sans équipage à bord dans la maximum,
moins de 250 grammes présentent un risque faible, les exploitants du AS ne devraient pas être tenus de satisfaire aux exigences relatives de l'espace aérien U-Space en ce qui concerne cette activité. Oui, tout simplement. Un des moyens d'atténuation des risques, c'est d'avoir un drone qui est très léger et d'être en vue. Et donc, a priori, ce genre d'opération satisferont quasiment tout le temps les critères d'entrée dans le U-Space, effectivement. Alors, les U-Space pourront-ils avoir des horaires d'activation qui laisseraient aux petits utilisateurs un accès à cet espace quand même? Comme j'ai dit, l'objectif, ce n'est pas d'ouvrir et de fermer le U-Space de manière intempestive. La fermeture complète du U-Space, c'est un cas qui est prévu dans la réglementation. Alors, fermeture définitive, quand simplement il n'y a plus assez d'opérations dans ce U-Space. Fermeture temporaire en cas d'urgence aéronautique. C'est les deux types de fermeture qui sont prévus. Pour l'instant, il n'est pas prévu de fermer les U-Space pour donner place à d'autres types d'opérations et surtout que, puisque le U-Space est un moyen d'atténuer les risques, ces opérations ne seront a priori pas autorisées sans U-Space. Quelle est l'échéance pour l'entrée en vigueur de la réglementation relative au U-Space? Ça va se faire courant 2023. Oui. On va avoir une spécification là Janvier 2023, le 23 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'est la rentrée en vigueur de la réglementation. Et d'ici là, on attend la publication de ce qu'on appelle les AMC et les GM, qui détaillent pour nous, les USSP, tous les critères techniques auxquels on va devoir répondre. Alors, c'est déjà des choses auxquelles on a déjà accès, mais ce n'est pas officiellement publié. Donc, ça peut encore être changé. On attend ça et a priori, ce sera effectivement la deuxième quinzaine de janvier 2023 pour pouvoir faire ça. Alors, on a une question de Nicolas Lebigot. Après, ce qui inquiète, c'est que le U-Space soit créé à l'initiative d'un industriel et peut laisser penser qu'il essaiera naturellement d'imposer les règles qui vont le favoriser et le prioriser dans sa pratique à lui. Oui et non. D'un point de vue industriel, c'est sûr. D'un point de vue SSP, ce n'est pas notre intérêt de n'avoir qu'un seul client dans le U-Space et de fournir nos services qu'à une seule personne. Comme j'ai dit tout à l'heure, si le U-Space peut être ouvert à beaucoup plus de monde, c'est complètement notre intérêt à nous. Et donc, l'idée, alors, les opérations doivent être sécurisées, on doit montrer aux autorités qu'on n'apporte pas de risques supplémentaires aux populations. Mais c'est quand même dans notre intérêt de mettre le moins de contraintes possible, critères d'entrée, évidemment. Alors, pourquoi ne pas décaler un peu les TMA et créer des U-Space entre les 120 mètres et la limite des TMA pour les transports de médicaments, etc. Ça évite de pénaliser les missions en scénarios nationaux. Alors, les TMA, l'idée du U-Space, c'est justement de ne pas décaler tout ça. Décaler une TMA, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de procédures. À la DGAC et à la DSAC notamment, qui sont compliquées. L'idée, c'est justement de ne pas toucher aux espaces aériens de l'aviation civile en général, mais c'est de venir se rajouter sur des espaces disponibles ou de se rapprocher, notamment en cas d'accord. Tout simplement, l'USSP est en charge de trouver des accords avec notamment les tours de contrôle. Et donc, les U-Space sont là pour voler alors, dans les classes Delta et plus, notamment. Le U-Space est un moyen d'autoriser ce type d'opération, mais sans décaler les TMA et les espaces aériens déjà existants. Je suis en cours de mission dans un U-Space. L'USSP doit le fermer pour des missions de l'aviation civile ou autre. Comment serais-je averti? Cela m'obligera-t-il à stopper ma mission? Très bonne question. Oui, alors effectivement, alors ici on parle d'urgence aéronautique. Le U-Space sera fermé en cas d'urgence aéronautique. Ça n'arrive pas tous les 4 matins quand même. Les moyens d'information, on a plusieurs possibilités, c'est encore ouvert. Application sur le téléphone ou interface que le télépilote embarque, ou simplement des choses plus classiques vis-à-vis du téléphone, un message, un appel. Ça reste encore à définir. Et un des critères d'entrée dans l'U-Space, ce sera effectivement que le télépilote puisse garantir qu'il pose son drone en un certain temps. Et donc, qu'il puisse dégager l'espace aérien assez rapidement. Ce temps à définir, on parle de quelques minutes.
Tout simplement, il y aura évidemment des zones qui seront réservées pour ça, les zones de décollage et d'atterrissage qui seront réservées. Ça fait partie des critères d'entrée, effectivement, de pouvoir que tous les drones puissent être au sol rapidement. Bonjour, les tout petits drones ne pourront pas avoir de parachute, donc pas d'entrée dans un U-Space. Tout dépend des règles d'entrée du U-Space. On n'est pas obligé d'avoir besoin des parachutes. Pas obligé d'avoir des parachutes, mais moins de 250 grammes, c'est quand même des risques sols qui sont très atténués et très faibles. Ça peut satisfaire les critères d'entrée et ça, ce sera sûrement satisfaisant pour les Je ne sais même pas si ça va s'appliquer à la catégorie verte. Alors, vous devez bien avoir une idée du prix si cela sera en place en janvier. Ce qui rentre en vigueur en janvier, en fait, c'est la réglementation. On dit, voilà, il va y avoir des U-Space. Pour l'instant, il n'y a pas de U-Space créé, il n'y a que des projets de U-Space. Donc, au niveau de la tarification, on n'y est pas du tout encore. C'est vraiment très sincère quand on vous dit que pour l'instant, rien n'est fixé, que ce soit l'abonnement, le prix à la mission. Après, on connaît les contraintes de télépilote, on connaît les coûts. Évidemment, ça ne viendrait pas à l'idée de proposer des prix exorbitants pour rentrer dans le U-Space. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un milieu qui est concurrentiel. Il y a plusieurs USSP en Europe qui vont sûrement se monter dans les prochains mois. C'est des choses qui sont prises en compte et dans tous les cas, si on se rend compte que le modèle n'est pas viable, tout simplement, les U-Space ne seront pas montés. Si les U-Space gèrent les couloirs de transport par drone sur des lignes données, entre parenthèses autoroute, quel sera le périmètre de sécurité minimum autour de ces lignes de transit? Alors, tout dépend de la précision de navigation des drones dans ces corridors. Ce sera un des critères d'entrée pour n'importe quel drone. Il devra montrer une certaine précision de navigation. Ici, évidemment, on va proposer des précisions de navigation qui sont compatibles avec la plupart des drones sur le marché. Alors, les zones à exclure, on parle sur des couloirs qui font plusieurs centaines de mètres de large, une centaine de mètres de large. Donc, on est sur des choses comme ça. Et si jamais il faut créer des couloirs plus larges, faire des couloirs plus larges, la difficulté n'est pas spécialement ici. Peut-on créer un use-space qui en chevauche un autre? Et dans ce cas-là, le second use-space doit-il s'aligner totalement sur les règles imposées sur le premier et vice-versa? Alors, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité entre use-space. Il y a des accords qui seront faits entre les use-space service providers qui définiront tout ça. Et tout ça est surtout chapeauté par l'État. Encore une fois, c'est l'État qui délègue son espace aérien. Donc, ce sera lui qui a le dernier mot sur les règles dans ces deux use-space ou dans cette unique use-space, parce qu'on peut aussi simplement ragrandir un use-space pour ce genre de choses. Un use-space commence-t-il nécessairement dès le sol ou peut-on imaginer des use-space ne débutant qu'à 100 ou 150 pieds sol? Donc, du coup, ça, on y a répondu un petit peu plus tôt. Étant donné que les risques commencent dès le sol, la plupart des use-space commenceront au sol. Si un hélicoptère du SAMU passe dans la zone car proche d'un CHU, elle sera automatiquement fermée. Si j'ai bien compris, le risque en fonction des villes, c'est d'être au sol très régulièrement. Oui, tout dépend du protocole d'accord qui sera négocié par l'USSP, notamment pour les zones proches de CHU. Le protocole qu'on négocie, c'est tout simplement que les hélicoptères ne passent pas dans ce U-Space. Effectivement, on ne va pas fermer le U-Space 4 ou 5 fois par jour parce qu'il y a des liaisons régulières avec le CHU qui se font. L'idée, c'est vraiment si, par exemple, le but même de l'opération du SAMU se fait dans le U-Space, puis il y a un accident qui peut être lié à autre chose que les drones. Hein. S'il y a un accident qui se produit dans le U-Space et qu'un hélicoptère est obligé d'intervenir dans l'enceinte même du U-Space, c'est à ce moment-là qu'on ferme le U-Space. Sinon, les protocoles d'accord seront mis en place pour que simplement un transit d'hélicoptère ne gêne pas le U-Space. Qu'en est-il des drones FPV? Des drones FPV, c'est une bonne question.
L'avantage, c'est que la plupart des drones FPV sont assez légers et donc, a priori, pourront rentrer dans les U-Space. Après, c'est aussi un type de vol particulier. Tout dépend des critères d'entrée dans le U-Space, encore une fois. L'avantage de ce type de drone, c'est que souvent, ils sont très légers et donc ils pourront a priori rentrer dans ces U-Space. Et je crois qu'on a terminé les questions qu'on avait pour aujourd'hui. S'il vous reste des questions, sentez-vous libre de nous contacter, donc soit sur les réseaux sociaux, je verrai les messages, soit par mail, donc à contact@inov-du6atm.com, que j'ai envoyé dans une réponse. On reste joignable avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour toutes les questions que vous nous avez posées. C'était génial d'animer ce webinaire parce que ça a été hyper réactif. On ne se sentait pas du tout seul. Donc, franchement, c'était top. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, fly safe, faites attention. Et à très vite sur DroneKeeper pour les utilisateurs, sinon sur les réseaux ou peut-être sur un prochain webinaire. Merci à vous. Merci beaucoup. À très vite.